Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème du jour, c'est celui des FinTech. On a 10 minutes pour en parler avec Olivier Pochot qui est à mes côtés en plateau. Olivier, bonsoir et bienvenue. Vous êtes analyste au sein de la banque Bryan, Garnier et compagnie, spécialiste alors au sens large du secteur financier et donc des FinTech forcément aujourd'hui pour entamer cette année 2021. Qu'est-ce qui caractérise une FinTech aujourd'hui, Olivier ? C'était très B2B, c'est-à-dire que c'était pas très grand public il y a encore quelques trimestres, quelques années. Ça devient de plus en plus B2C. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que historiquement, les FinTech se sont créés sur des modèles soit de partenariat avec des entreprises financières traditionnelles, que ce soit des banques ou des assurances, ou des fournisseurs. Je participe, j'ai une technologie, j'ai mis en place quelque chose et je participe à la digitalisation de l'industrie, puisqu'on sait que l'informatique traditionnelle d'une banque, d'une compagnie d'assurance, c'est quelque chose d'assez ancien, complexe, pas très flexible. Et donc là, il y avait vraiment des besoins. C'est à travers ça que les FinTech ont démarré. On a étendu après sur certains domaines, où là aussi on est en marge, comme par exemple les paiements. Secteur des paiements, où il y a des grosses fintechs cotées d'ailleurs. Et ça, vraiment, c'est le début. De plus en plus, et j'ai envie de dire les fintechs dont on parle le plus ces derniers temps, sont les fintechs qui se développent vers le B2C, et donc qui, au final, visent le client. Alors, bien sûr, le client, d'abord retail, mais le client, et donc qui se retrouve beaucoup plus en frontal, potentiellement, avec les acteurs traditionnels, que ce soit encore une fois une banque ou une compagnie d'assurance. Et donc là, le jeu n'est plus tout à fait le même. Alors, bon, même les plus grosses des FinTech qu'on peut voir en Europe, si on pense à certaines banques, type N26, Revolut, sont des grosses FinTech valorisées très cher sur le marché privé, via les différentes levées de fonds. Après, à l'échelle du secteur financier, ça reste quand même des acteurs relativement petits, très spécialisés, très segmentés, mais voilà, le secteur est en mouvement, l'histoire ne fait que s'écrire. Oui, c'est ça, c'est une nouvelle étape quand même. Au début, on apportait des briques de services, de digitalisation à des acteurs traditionnels déjà bien implantés. Maintenant, on veut vivre par nous-mêmes et être orienté client et client final notamment. Est-ce que dans cette étape-là, certaines de ces FinTech trouvent un modèle rentable ? Ou est-ce que là, encore une fois, on est encore en train de tâtonner un peu d'une certaine manière ? Alors, là aussi, les choses sont en train d'évoluer. Il y a encore assez peu de temps, finalement, la question de la rentabilité était complètement hors sujet. On était davantage dans des logiques de croissance. Et si on regarde effectivement des N26, des Revolut, c'était la croissance, l'internationalisation, la conquête de clients, des levées de fonds pour ouvrir sur des nouveaux marchés, et puis la rentabilité, on verra plus tard. J'ai envie de dire, à un moment ou à un autre, dans l'évolution des modèles, pour toutes ces FinTech, la recherche de la rentabilité, elle intervient. Plus ou moins tôt, plus ou moins tard, mais elle doit intervenir. Et on commence à voir effectivement ce besoin aussi de la part des investisseurs qui commencent à dire, bon, c'est bien, on est présent sur 5-10 marchés, on a des millions et des millions de clients, mais on génère très peu de revenus et on perd beaucoup d'argent. Donc, pour ces acteurs qui sont les plus développés parmi les FinTech, on va progressivement rentrer dans une étape qui va être très intéressante et où, à la limite, peut-être, il y aura pas de la place pour tout le monde, c'est ça qui sera aussi intéressant, qui est de dire comment je rentabilise et je peux valoriser et créer de la valeur sur mon nombre de clients. Et là, on rentre un peu dans le dur, quelque part. C'est presque facile d'acquérir des clients. On a une bonne tech, on a de l'expérience client est un peu novatrice. On sait utiliser la data, la technologie sur les dernières années a tellement progressé, l'intelligence artificielle, on sait utiliser ça. Et donc on sait segmenter, cibler, pricer, parfois même du risque. On a une expérience client qui est intéressante, qui plaît, mais souvent on le monétise mal, voire pas du tout. Et donc là, cette évolution-là, elle est devant nous. Et elle va être très intéressante. Et oui, et ce moment de vérité, vous le voyez comment, Olivier ? J'imagine qu'il y a plusieurs issues possibles, mais est-ce que ce sera quelque part
la revanche des acteurs traditionnels. On en parlait dans le débat précédent avec le secteur automobile, le secteur aérien, mais on aurait pu discuter de la même manière du secteur bancaire ou du secteur financier. Alors, la revanche des acteurs traditionnels, j'emploierais pas ce mot-là. On pourrait très bien imaginer que les acteurs traditionnels se disent que finalement, une politique de M&A vers des fintechs fait beaucoup de sens. Alors, on en voit. Ça reste des opérations sur des acteurs qui sont encore relativement jeunes et qui donc n'atteignent pas des paris souvent. Oui, ou alors ça vient compléter. Ce sont des briques qui viennent compléter des dispositifs existants. Je ne sais pas moi, acteur historique, je ne vais pas savoir le développer en interne et j'ai intérêt à faire une acquisition, mais dans beaucoup de cas de figure, finalement, les valorisations des acteurs traditionnels sont relativement faibles, les multiples sont bas, les valorisations privées des acteurs sont stratosphériques, et donc on a parfois un problème du fort au faible ou du faible au fort. Donc ça peut être une voie, mais c'est pas évident. Il y a évidemment une voie qui est peut-être toute tracée. Pour un certain nombre d'acteurs, ce sera la voie de l'IPO, et donc de l'entrée en bourse. Mais là aussi, à un moment, il va falloir confronter des valorisations d'acteurs historiques qui ont des bases de clients établies, des réseaux, des systèmes qui fonctionnent, par rapport à des acteurs nouveaux avec peut-être moins de clients, des rentabilités dont il faudra voir comment elles sont construites. On dira peut-être un mot de réglementation, de capital. Enfin, il y a le rendez-vous avec le marché public, le marché boursier, c'est un rendez-vous d'exigence, quelque part. C'est un rendez-vous qui peut être parfois déroutant pour des investisseurs privés. On voit, les niveaux de valorisation des deux mondes sont extrêmement différents. Alors, on ne valorise peut-être pas la même chose. Non. Mais à un moment, il va falloir que ça se réconcilie. Et encore une fois, là aussi, on aura des éléments intéressants à regarder. Bon, mais c'est un secteur qui devient effectivement passionnant. La crise pandémique, j'imagine, a accéléré beaucoup de choses dans ce secteur. L'utilisation de moins en moins de cash, notamment. C'est ça. Au sens large des usages, elle progresse. D'où des entreprises de plus en plus grand public aussi, qui existaient déjà avant la pandémie, mais qui prennent peut-être une dimension plus importante. On voit une accélération vers la digitalisation des acteurs traditionnels. C'est-à-dire qu'à un moment, là comme ailleurs, si on se souvient des années 2000, où le click and mortar, où on disait vous avez des agences, vous êtes mort. On voit bien que c'est faux. Et on le voit encore aujourd'hui dans toutes les industries, la distribution. Il faut du online, il faut un peu de physique aussi. On a besoin de temps en temps de conseils. Donc, il y a des éléments de convergence qui se mettent en place. Et alors, tout le monde n'aura probablement pas sa place à la fin des fins. Je pense. Justement, on va terminer. Il nous reste 3 minutes pour parler de la régulation. C'est quoi l'enjeu de la régulation aujourd'hui pour les différents acteurs du secteur, sachant qu'il y a une grande hétérogénéité, notamment en termes de taille. Il y a ces tout petits acteurs et puis des acteurs géants. Alors en Europe, il y a des grosses boîtes de paiement. Il y en avait un peu plus il y a quelques mois. Wirecard a fait faillite. Et puis on pense aux géants américains, plateformes, GAFA, on les appelle comme on veut, et leur pendant chinois. Au moment où on se parle, Jack Ma, le fondateur d'Alibaba et de Ant Financial, a disparu depuis 2 mois. Enfin, je caricature un peu la situation, mais on n'a plus de nouvelles. Effectivement, le sujet Ant qui devait s'introduire en bourse, qui est le bras financier d'Alibaba, qui devait s'introduire en bourse, qui devait s'introduire en bourse, et l'opération qui a été suspendue par les autorités chinoises la veille ou l'avant-veille de l'opération. On peut faire un parallèle aussi avec ce qui s'est passé avec Facebook, avec le Libra dans la crypto-monnaie, où Facebook a voulu ou a présenté des projets de lancement de crypto-monnaie, et tout de suite les États et les banques centrales ont pris peur. On est le remplacement du dollar, c'était... on est face à des acteurs qui sont systémiques, qui drainent plus d'1 milliard d'usagers, et donc il y a un sujet de souveraineté, il y a un sujet systémique pour les systèmes financiers mondiaux qui doivent être pris au sérieux, et c'est ce qui fait peur aux régulateurs aujourd'hui. C'est là-dessus qu'on régule. Ant a été cassé un peu par les autorités chinoises. Il y a un vrai sujet sur ces très très gros acteurs. Après, pour les plus petits, un certain nombre déjà sont régulés. N26, Revolut, Lemonade, ils sont régulés par leurs régulateurs locaux. Donc c'est pas non plus la jungle. Et puis, c'est la taille qui fait peur. C'est la taille qui fait peur. Et en fait, ce qu'il faut regarder aussi à la fin, c'est essayer de voir où est le risque. C'est bien de réguler celui qui est en face du client, mais à la fin des fins, il est probablement plus important de réguler le vrai porteur de risque. Et en fait,
on regarde aujourd'hui un certain nombre de, plus dans l'assurance d'ailleurs que dans la banque, les vrais assurtech qui souscrivent du risque d'assurance le gardent rarement dans leur bilan, ils le transfèrent soit à des assureurs, soit à des réassureurs, qui eux sont des entités totalement régulées. Donc j'ai envie de dire que de ce point de vue-là, pour l'instant, le risque il est relativement limité. Mais c'est un sujet évidemment crucial. La régulation pour le système financier, c'est quelque chose dont on ne peut pas se passer. Donc ça, effectivement, il va plutôt y avoir plus de régulation sur les fintechs. Ouais. Et en tout cas, les régulateurs vont être plutôt plus regardants que moins regardants à l'avenir. Ça me paraît évident. Merci beaucoup Olivier, merci d'être venu nous parler FinTech ce soir pendant une dizaine de minutes dans le quart d'heure thématique de Smart Bourse. Olivier Pochot à mes côtés, analyste chez Bryan Garnier et compagnie. On termine là pour ce soir, fin de Smart Bourse aujourd'hui et on se retrouve demain en direct à 12h30 sur Bismart.